Dans cette histoire captivante basée sur des événements réels, nous plongeons au cœur du Burkina Faso moderne, où le jeune président Ibrahim Traoré fait face à l'un des défis les plus importants de son mandat. Une saisie spectaculaire de 47 camions d'armes à la frontière va révéler un réseau complexe de trafic international qui menace la stabilité de toute la région du Sahel. Entre géopolitique, sécurité nationale et mystère diplomatique, cette histoire nous emmène dans les coulisses d'une opération qui a marqué l'histoire récente du pays. Avant de commencer cette histoire incroyable, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de nous dire en commentaire d'où vous écoutez cette histoire. L'air matinal du Sahel transportait encore la fraîcheur de la nuit quand le capitaine Amadou Sankara reçut l'appel qui allait changer le cours des événements. Il était 5h47 ce matin du 15 mai 2025 et le chef du poste frontalier de Dakola, près de la frontière avec le Ghana, ne s'attendait pas à vivre l'une des journées les plus importantes de sa carrière militaire. « Capitaine, nous avons une situation inhabituelle », déclara le sergent Oumarou, responsable de l'équipe de surveillance nocturne. Un convoi de 47 camions vient d'être intercepté sur la route principale. Les chauffeurs prétendent transporter des pièces mécaniques vers Accra. Mais quelque chose ne va pas. Sankara, vétéran de 15 ans dans l'armée burkinabé, avait développé un instinct particulier pour détecter les anomalies. Depuis que le président Ibrahim Traoré avait renforcé les contrôles frontaliers dans le cadre de sa politique de souveraineté nationale, les saisies étaient multipliées, mais jamais à cette échelle. Le soleil commençait à peindre l'horizon d'une teinte orangée caractéristique de cette région quand Sankara arriva sur les lieux. Le spectacle était impressionnant. 47 camions remorques alignés sur plus d'1 kilomètre, leurs chauffeurs assis à l'ombre, surveillés par une trentaine de soldats burkinabés. L'atmosphère était tendue, chargée d'électricité. « Où sont les documents de transport ?» demanda Sankara au responsable du convoi, un homme d'une quarantaine d'années qui se présentait comme Mamadou Traoré, apparemment sans lien de parenté avec le président. « Tout est en règle, capitaine », répondit l'homme en tendant une liasse de papier. « Nous transportons des pièces détachées et du matériel industriel. Vous pouvez vérifier. » Mais Sankara avait remarqué plusieurs détails troublants. D'abord, la composition du convoi, des camions de différentes marques et immatriculations, certains du Niger, d'autres de Côte d'Ivoire, quelques-uns même du Mali. Ensuite, l'attitude nerveuse des chauffeurs qui évitaient le contact visuel et semblaient inhabituellement tendus pour des transporteurs routiers expérimentés. « Sergent Oumarou, faites ouvrir le premier camion », ordonna Sankara. Ce qui se révéla sous la bâche du premier véhicule dépassa toutes les attentes. Sous une fine couche de sacs de riz étaient dissimulées des caisses métalliques marquées de symboles militaires. L'adrénaline monta d'un cran quand Sankara ouvrit l'une d'elles. Des fusils d'assaut AK-47 flambant neufs, encore graissés, avec leur numéro de série intact. « Sergent, contactez immédiatement Ouagadougou. Code rouge. Nous avons une saisie d'armes d'envergure, » déclara Sankara, sa voix trahissant l'ampleur de la découverte. Les heures suivantes furent un tourbillon d'activités. Chaque camion révélait son lot de surprises. Munitions, lance-roquettes, explosifs, matériel de communication militaire et même des équipements de vision nocturne dernier cri. Au total, l'arsenal découvert pouvait équiper une petite armée. À midi, le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana était sur place, accompagné d'une équipe d'experts en armement. L'ampleur de la saisie nécessitait une intervention au plus haut niveau. Les appels se succédaient entre Dakola et la présidence du Faso, où Ibrahim Traoré suivait personnellement le développement de l'affaire. « Monsieur le ministre », rapporta le capitaine Sankara, « nous avons identifié des armes de fabrication russe, chinoise, et même quelques pièces européennes. La diversité des origines suggère un réseau d'approvisionnement très sophistiqué. » Le ministre Sana, homme de terrain habitué aux situations de crise, comprenait immédiatement les implications géopolitiques de cette découverte. Qui étaient les destinataires de cet arsenal? Quels étaient les objectifs de ce trafic?
Et surtout, combien d'autres convois avaient pu passer sans être détectés? Pendant que les experts cataloguaient chaque arme, les interrogatoires des chauffeurs commençaient. La plupart prétendaient ne rien savoir du contenu réel de leur cargaison, affirmant avoir été recrutés à la dernière minute avec des instructions simples, conduire jusqu'à Accra et livrer à une adresse précise. Cependant, l'un d'entre eux, visiblement plus nerveux que les autres, finit par craquer sous la pression. Amadou Diko, un chauffeur nigérien d'une trentaine d'années, révéla qu'il avait été approché par des intermédiaires qui lui avaient promis une somme considérable pour ce transport spécial. Il mentionnait des noms de code, des points de rencontre secrets et surtout une destination finale qui n'était pas le Ghana mais plutôt quelque part vers le sud. Au coucher du soleil, quand les dernières vérifications furent terminées, le bilan était stupéfiant. Plus de 15 000 armes de guerre, 2 millions de cartouches, 500 roquettes et du matériel militaire pour une valeur estimée à plusieurs dizaines de millions de dollars. Le Burkina Faso venait de réaliser l'une des plus importantes saisies d'armes de son histoire. Le capitaine Sankara, en transmettant son rapport final à Ouagadougou, savait qu'il venait de vivre un moment historique. Mais il ignorait encore que cette découverte allait déclencher une série d'événements qui secoueraient non seulement le Burkina Faso, mais toute la région ouest-africaine. À la présidence du Faso, dans le bureau sobre mais fonctionnel d'Ibrahim Traoré, l'ambiance était électrique. Le jeune président, âgé de 37 ans, étudiait attentivement les photos et les rapports de la saisie de Dakola qui, étalait sur son bureau. Depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2022, il avait fait de la lutte contre l'insécurité et les trafics illégaux une priorité absolue. Mais cette découverte dépassait tout ce qu'il avait imaginé. « Excellence », déclara le ministre de la Sécurité Mahamadou Sana, qui venait de rentrer de la frontière. Les premiers éléments de l'enquête révèlent un réseau beaucoup plus complexe que prévu. Nous ne sommes pas face à un simple trafic d'armes, mais à une opération de déstabilisation d'envergure régionale. Traoré, en uniforme militaire blanc impeccable qui était devenu sa marque de fabrique, se leva et se dirigea vers la grande carte de l'Afrique de l'Ouest, accrochée au mur. D'un geste précis, il pointa différents pays. « Ministre, ces armes venaient du Niger, transitaient par notre territoire et devaient apparemment rejoindre le Ghana, voire aller plus au sud. Nous sommes au cœur d'un corridor de trafic international. » Le colonel Inoussa Traoré, frère et conseiller spécial du président, qui avait suivi toute la conversation depuis son fauteuil, prit la parole. « Ibrahim, nous devons nous poser la question cruciale. Qui avait intérêt à acheminer un tel arsenal vers le golfe de Guinée? Et surtout, quels sont leurs objectifs? » C'est à ce moment que le chef des renseignements généraux, le lieutenant-colonel Aziz Pakmogda, fit son entrée avec un dossier classé confidentiel. « Excellence, nous avons du nouveau. L'analyse des documents saisis et les premiers interrogatoires révèlent des éléments troublants. » Pakmogda ouvrit son dossier et étala une série de documents sur la table. « Regardez ces bons de commande. Ils portent des références vers des sociétés écrans basées à Abidjan, Lomé et Accra. Mais plus intriguant encore, nous avons trouvé des communications cryptées faisant référence à des opérations de stabilisation prévues dans plusieurs pays de la région. » Le silence s'installa dans la pièce. Traoré comprenait immédiatement les implications. Depuis la formation de l'Alliance des États du Sahel avec le Mali et le Niger et le retrait de son pays de la CEDEAO, les tensions géopolitiques étaient exacerbées. Certaines puissances occidentales, particulièrement la France, voyaient d'un mauvais œil cette réorientation stratégique vers la Russie. « Colonel Pakmogda, » demanda le président, « avons-nous identifié les destinataires finaux? » « Partiellement, Excellence. Nous avons des noms de code. Opération Retour, Projet Restauration, Mission Lighthouse. Ces terminologies suggèrent des opérations de changement de régime ou de déstabilisation politique. Le ministre Sana ajouta « Excellence,
Il faut aussi mentionner que parmi les chauffeurs arrêtés, 3 d'entre eux ont des passeports multiples et des antécédents dans des zones de conflit. Ce ne sont pas de simples transporteurs, mais probablement des opérateurs spécialisés. Traoré retourna s'asseoir, l'air pensif. En tant que géologue de formation devenu militaire, puis président, il avait développé une approche méthodique des problèmes complexes. Messieurs, nous devons comprendre une chose. Cette saisie n'est peut-être que la partie visible de l'iceberg. Si 47 camions ont été interceptés aujourd'hui, combien d'autres convois ont pu passer ces derniers mois? Le colonel Inoussa Traoré prit la parole. Ibrahim, il faut aussi considérer le timing. Cette opération intervient juste après ton voyage à Moscou pour les célébrations du jour de la victoire et quelques semaines avant le sommet de l'Alliance des États du Sahel. Cela ne peut pas être une coïncidence. Effectivement, la géopolitique ouest-africaine était en pleine transformation. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, avait expulsé les forces françaises, nationalisé des mines d'or et renforcé ses liens avec la Russie. Ces décisions, populaires au niveau national, avaient créé des remous sur la scène internationale. Excellence, intervint Pak Mogda. Nous avons aussi découvert que certaines armes portent des numéros de série qui correspondent à des lots officiellement destinés à des forces de sécurité légitimes de la région. Cela suggère soit des détournements, soit des complicités au plus haut niveau. Le président se leva à nouveau et se dirigea vers la fenêtre donnant sur Ouagadougou. La capitale burkinabé étendait sous ses yeux, paisible en apparence, mais il savait que la sécurité de ses concitoyens dépendait des décisions qu'il allait prendre dans les heures suivantes. « Ministre Sana, déclara-t-il finalement, je veux que cette affaire soit traitée avec la plus grande transparence. Nous allons organiser une conférence de presse dès demain pour informer le peuple burkinabé et la communauté internationale. Le monde entier doit savoir que le Burkina Faso ne sera plus jamais un couloir pour les trafics d'armes destinés à déstabiliser notre région. » Il se tourna vers ses collaborateurs. « Colonel Pak Mogda, je vous donne 48 heures pour identifier toutes les ramifications de ce réseau. Je veux les noms, les connexions, les financements. Et surtout, je veux savoir qui tire les ficelles de cette opération. » Tandis que la nuit tombait sur Ouagadougou, l'équipe présidentielle savait qu'elle était face à un défi majeur. Cette saisie d'armes N était que le début d'une affaire qui allait révéler l'ampleur des tentatives de déstabilisation dont faisait l'objet leur jeune démocratie militaire. Le Burkina Faso venait de franchir un point de non-retour dans son affirmation de souveraineté, et Ibrahim Traoré était déterminé à aller jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences géopolitiques. Le lendemain matin, la salle de presse de la présidence du Faso affichait complet. Journalistes burkinabés et correspondants internationaux se pressaient pour assister à ce qui s'annonçait comme l'une des conférences de presse les plus importantes du mandat d'Ibrahim Traoré. À 10 heures précises, le président fit son entrée en uniforme militaire blanc, accompagné du ministre de la Sécurité. Son expression était grave, conscient que ses mots allaient être scrutés dans toutes les capitales de la région. « Mesdames et messieurs de la presse, » commença-t-il d'une voix ferme, « hier, nos forces de sécurité ont intercepté un convoi de 47 camions transportant plus de 15 000 armes de guerre, 2 millions de cartouches et du matériel militaire sophistiqué. Cet arsenal était destiné à des groupes déstabilisateurs dans la région du golfe de Guinée. » Il fit un geste vers l'écran géant affichant les photos de l'arsenal saisi. Fusils d'assaut, lance-roquettes, explosifs, tout ce qu'il faut pour fomenter une guerre civile ou renverser un gouvernement légitime. Maria Santos, correspondante de France 24, leva la main. « Monsieur le Président, avez-vous identifié les commanditaires ?» Nos enquêtes révèlent des ramifications internationales impliquant des sociétés écrans. Certaines puissances n'acceptent pas que l'Afrique choisisse ses propres partenaires, répondit Traoré. Kwame Asante, journaliste ghanéen, demanda « Cette saisie est-elle liée aux changements géopolitiques au Sahel ?» Il serait naïf de penser que le timing est fortuit. Depuis notre alliance avec le Mali et le Niger, depuis nos nationalisations,
nous faisons face à des pressions constantes. Cette tentative s'inscrit dans cette logique de déstabilisation. Le ministre Sana détailla. L'analyse révèle que ces armes proviennent de stocks militaires officiels détournés, prouvant des complicités au plus haut niveau. Amélie Dubois, du Figaro, posa une question directe. Accusez-vous la France? Traoré se pencha vers le microphone. Je constate que chaque fois qu'un pays africain affirme sa souveraineté, des armes apparaissent mystérieusement. L'histoire du continent est remplie de ces coïncidences. Nous transmettrons nos preuves à l'Union africaine et aux Nations unies. Il conclut en annonçant le renforcement des contrôles frontaliers et l'intensification de la coopération avec l'Alliance des États du Sahel. Cette découverte prouve que nous sommes sur la bonne voie. Nos ennemis tentent de nous affaiblir parce qu'ils savent que notre révolution inspire d'autres peuples africains. La guerre des narratifs venait de commencer, et Traoré était prêt à la livrer sur tous les fronts. 3 jours après la conférence de presse, les ondes de choc se propageaient dans toute l'Afrique de l'Ouest. Dans son bureau, Traoré recevait les rapports diplomatiques sur les réactions internationales. « Excellence », rapportait le ministre des Affaires étrangères, Olivia Ruamba. « Nous assistons à une polarisation totale. Nos partenaires de l'Alliance du Sahel nous soutiennent, mais les chancelleries occidentales minimisent notre découverte. » Le président Assimi Goïta du Mali avait salué la vigilance du Burkina Faso, tandis que le Niger renforçait ses contrôles frontaliers. Mais l'ambassadeur français demandait une audience d'urgence. « Colonel Pakmokda » demanda Traoré, « du nouveau sur les commanditaires. Excellence, nous avons identifié 15 millions d'euros transférés depuis Paris vers des comptes offshore, puis redistribués vers des sociétés écrans. Le schéma révèle une opération d'envergure étatique. » Son frère Inoussa fit irruption. « Ibrahim, problème. Les États-Unis demandent une session d'urgence de l'ONU sur la situation sahélienne. Ils préparent un projet de résolution pour une intervention. » Traoré comprit immédiatement. Ils veulent transformer notre découverte en prétexte pour intervenir militairement. L'après-midi, un appel changeait la donne. Vladimir Poutine lui proposait un soutien technique et une protection diplomatique. La Russie met ses experts et ses services de renseignement à votre disposition, camarade président. Face à ce dilemme géopolitique, Traoré prit une décision historique lors d'une réunion d'urgence. Nous acceptons l'aide de tous nos partenaires sincères. Le Burkina Faso ne se laissera plus dicter sa politique par ceux qui tentent de le déstabiliser. Il annonça la création d'une commission d'enquête internationale indépendante avec l'Union africaine pour authentifier les preuves. Cette démarche visait à couper l'herbe sous le pied de ceux qui remettraient en question la crédibilité burkinabé. Pendant ce temps, des réunions d'urgence se multipliaient à Paris, Londres et Washington. L'affaire devenait un enjeu dans la nouvelle guerre froide africaine. Alors que la nuit tombait sur Ouagadougou, Ibrahim Traoré savait qu'il venait de franchir le Rubicon. La saisie d'armes avait révélé l'ampleur de la bataille géopolitique dont son pays était l'enjeu. Mais il était déterminé à faire de cette crise une opportunité pour affirmer la souveraineté burkinabé. L'affaire des 47 camions N était plus seulement une question de sécurité nationale. Elle était devenue le symbole d'une Afrique qui refuse la manipulation et revendique son droit à choisir son destin. Le Burkina Faso entrait dans l'ère d'une souveraineté assumée, quels qu'en soient les défis.